à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle enquête policière. First thing first, il y a des travaux juste en face de chez moi, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Vraiment aujourd'hui, je devais filmer cette vidéo, ils ont décidé de faire des travaux juste en face. C'est plutôt moi qui ai peut-être décidé de faire une vidéo au moment où ils faisaient des travaux, bref, ça dure depuis 9h du mat'. J'espère que ça va pas trop faire de bruit sur la vidéo, voilà. Deuxième chose, j'ai enfin une lumière, est-ce que ça se voit? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle enquête policière, une nouvelle enquête de disparition et une nouvelle fois, qu'est-il arrivé à la victime? On sait pas. L'après-midi du 22 juillet 2001, Nikki McCown, qui a 28 ans et qui est une maman d'une petite fille de 9 ans, se rend à la laverie automatique pour y faire la lessive de la semaine. Elle est à 3 semaines de son mariage avec son fiancé qui s'appelle Bobby et la maison est en effervescence pour essayer de préparer les dernières choses à faire pour le grand jour. Alors qu'elle est à la laverie, Nikki retourne chez ses parents et se plaint que des hommes sont en train de la harceler alors qu'elle attend que son linge soit fait. Elle va chercher le linge à cette laverie et elle disparaît de la surface de la terre. Alors, voilà, il s'amuse à lancer des trucs sur le sol, c'est super. Marilyn Renee Nicole McCown, c'est une jeune femme de 28 ans. Elle est connue sous le nom de Nikki depuis l'enfance, donc ici nous allons l'appeler Nikki pendant le temps de la vidéo. Elle vit à Richmond, en Indiana, aux États-Unis. Elle vient d'une grande famille et elle a 9 frères et sœurs. Et elle a eu une fille quand elle avait 19 ans avec un homme qui s'appelle Steven Johnson. Et donc ils ont eu la petite Peyton ensemble, mais le couple a commencé à connaître des difficultés parce que Steven a perdu son boulot. Du coup, il y avait des difficultés financières. Ils ont fini par rompre, mais ils sont restés en très bon contact. Nikki, elle travaille à la Montgomery Education and Pre-Release Center. C'est une prison qui se trouve à Dayton dans l'Ohio, à environ 50 minutes de là où Nikki habite. Elle adore son travail, elle a commencé à travailler là-bas en 1994 et elle a commencé à travailler là-bas en tant que garde de sécurité, mais elle a facilement eu des promotions et elle finit là par travailler en tant que chef comptable de l'endroit. Elle adore son boulot et là elle est en train de suivre des cours dans une université qui s'appelle la Sinclair Community College et elle suit des cours de justice criminelle. Elle espère plus tard pouvoir travailler pour les US Marshals ou pour carrément le FBI. Donc elle est pleine d'ambition, c'est quelqu'un de sociable, elle apporte le sourire à tout le monde, elle est super déterminée et elle arrive à jongler la vie de fiancée, le fait d'avoir une fille, son boulot et l'école. Donc vraiment Nikki, c'est une femme badass. Alors Nikki et son fiancé qui s'appelle Robert Webster, mais que tout le monde appelle Bobby, ce sont des anciens amoureux de lycée. Ils se sont rencontrés au lycée alors que Nikki avait 14 ans et que Bobby était en terminale. Ils sont sortis ensemble, mais alors que Nikki a 18 ans, Bobby annonce qu'il va déménager en Californie et du coup le couple finit par rompre, mais en 1998, Bobby redéménage en Indiana à Richmond et dès qu'ils se revoient, ils reprennent là où ils avaient terminé. Vraiment, l'amour de jeunesse est toujours là et c'est le couple parfait. Et donc nous sommes l'après-midi du dimanche 22 juillet 2001 à 3 semaines du mariage de Bobby et de Nikki qui est prévu pour le 18 août. Alors, c'est l'effervescence partout dans la famille, tout le monde essaye de préparer les derniers préparatifs. Bobby, il va faire retoucher un costume avec un membre de sa famille pendant que Nikki va faire la lessive de la semaine à la laverie. Le couple se dit au revoir, il prévoit de se retrouver plus tard ce soir-là quand ils auraient tous les deux fini leur tâche et ils se séparent. Nikki, elle va déposer Peyton qui est alors âgée de 9 ans chez ses parents qui habitent tout près de la laverie. Alors chez ses parents, il y a aussi une de ses sœurs qui s'appelle Tammy et souvent quand elle est à la laverie, elle fait des allers-retours pour aller parler avec Tammy, elle discute. C'est un bon moment, donc elle laisse Peyton chez ses parents vers midi ce jour-là. Elle retourne chez ses parents vers 13h. Et là, directement, sa mère remarque qu'il y a quelque chose qui va pas chez Nikki. Alors sa mère lui demande ce qui se passe et Nikki finit par avouer que à la laverie, elle s'est fait harceler par quelques hommes qui vraiment l'embêtaient et qu'elle a peur d'y retourner. Enfin, elle n'a pas envie d'y retourner. Et sa mère n'a pas envie qu'elle y retourne non plus, mais Nikki finit par quitter la maison parce qu'elle doit bien aller chercher son linge qui est dans le sèche-linge. À ce moment-là, elle part de la maison de ses parents pour aller chercher son linge. C'est la dernière fois que sa famille va avoir des nouvelles de Nikki. Il est maintenant 16h30, toujours le 22 juillet 2001.
Bobby, lui, il a fini ce qu'il avait à faire et il revient à la maison qu'il partage avec Nikki. Nikki, elle est pas là, mais Bobby, il s'inquiète pas plus que ça. Il se dit, bon bah, elle est peut-être toujours chez sa famille, peut-être qu'ils sont en train de discuter, elle a perdu la notion du temps. Bref, il allume la télé, il s'installe, il s'inquiète pas. Mais les heures passent, et les heures passent et Nikki revient toujours pas. Et vers 18-19 h, Bobby il commence à un peu s'inquiéter, il se demande comment ça se fait que Nikki n'est toujours pas là. Donc il finit par appeler la famille de Nikki en lui demandant est-ce que Nikki est chez vous. Et la famille finit par lui dire non, elle n'est pas chez nous, et en plus elle est jamais revenue chercher Peyton, donc ils l'ont plus revu depuis 13 heures. Et ça directement c'est un gros sujet d'inquiétude pour la famille parce que Nikki n'aurait jamais laissé sa fille sans nouvelles comme ça. Donc quelque chose n'est pas normal. À 22 h 30, Nikki n'a toujours pas donné de nouvelles à sa famille. Son sac à main et sa carte d'identité sont toujours à l'appartement qu'elle partage avec Bobby. C'est pas normal, elle pourrait pas avoir été bien loin comme ça sans carte d'identité, sans rien. La famille commence vraiment à penser qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Donc la famille de Nikki finit par appeler la police à 23 h ce soir-là. La police leur dit qu'il est trop tôt pour signaler la disparition de Nikki parce que Nikki est une adulte, qu'elle a le droit de partir si elle le veut, et donc ils peuvent pas dire que c'est une personne disparue tout de suite. D'après eux, elle a juste eu peur parce qu'elle a été sur le point de se marier, et donc elle est partie, elle va prendre un peu de repos et puis elle va revenir. Et la famille dit, bah non, Nikki a été super contente à l'idée de se marier, elle ferait jamais ça, elle nous laisserait jamais sans nouvelles. Mais la police n'en a rien à foutre et elle dit, il est trop tôt. Super, merci pour votre aide. Le lundi matin, Nikki elle se présente pas au travail parce que la famille le sait, qu'il y a quelque chose qui va pas, et elle ferait jamais ça. Elle aurait jamais manqué un jour de travail comme ça sans prévenir personne. Et donc la famille, elle appelle de nouveau la police, et là cette fois-ci Nikki est reportée comme disparue, mais la police vraiment elle prend pas ça au sérieux, là pour le moment elle est là, non je suis sûre elle s'est juste enfuie, elle va revenir. La famille elle a vraiment peur, enfin, elle sait qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé. Alors on finit par trouver une vidéo de surveillance de Nikki qui provient d'un magasin qui se trouve en face de la laverie. Et dans cette vidéo de surveillance, Nikki elle va juste acheter un soda, elle a l'air normale, il n'y a personne qui a l'air de la suivre, elle paye son soda, elle part, elle a pas l'air stressée, elle a pas l'air angoissée plus que ça. Mais on découvre que cette vidéo de surveillance date de avant qu'elle ait été chez ses parents pour dire qu'il y avait des mecs qui la harcelaient, et donc du coup peut-être que c'était avant que ces mecs viennent lui parler, mais là en tout cas, elle a l'air d'être normale. Mais alors que les recherches continuent, on se rend compte que Nikki n'a eu de contact avec personne. Elle a appelé personne et on a accès à son compte en banque et on voit qu'il n'y a rien qui a été enlevé de son compte en banque. Si Nikki s'était vraiment enfuie, elle aurait utilisé ce compte en banque, elle aurait payé des trucs pour survivre, rien. Donc la police elle commence à se dire, il y a peut-être quelque chose d'étrange, peut-être que finalement elle s'est pas enfuie. Oui, alors maintenant nous allons parler un peu de l'enquête et des suspects, plusieurs suspects que on a trouvé qui aurait pu avoir quelque chose à faire avec la disparition de Nikki. Et le premier suspect, c'est personne d'autre que Bobby, le futur mari. Et pourquoi est-ce qu'on pense que Bobby pourrait être impliqué dans la disparition de Nikki? Ben Bobby, il a eu un comportement très bizarre. Très bizarre. Après la disparition de sa future femme. Alors, pendant les recherches organisées par la famille pour essayer de retrouver Nikki dans les environs, les sœurs de Nikki disent que Bobby, il arrivait toujours bien habillée, toujours sur son 31. Et les sœurs disaient qu'elles trouvaient qu'il y avait quelque chose d'anormal là-dedans, parce que Nikki elle est disparue, elle y allait en jogging, tu vois, elle n'avait rien à faire d'être belle, mais Bobby s'habillait bien, vraiment il était toujours bien présenté, et pour elle c'était quelque chose de suspicieux, mais bon, on va pas incriminer quelqu'un parce qu'il est bien habillé, tu vois. Sauf que, il y a bien pire. Quelques jours à peine après la disparition de Nikki, Bobby a appelé la Sinclair Community College pour avoir un remboursement des frais d'inscription de Nikki. C'est un petit peu suspect quand même. Pourquoi demander un remboursement des frais de scolarité alors que ta future femme elle est simplement disparue? Tu penses peut-être qu'elle va revenir, pourquoi demander ça? Ensuite, Bobby, il va aller demander un remboursement des bagues de mariage qui devaient s'échanger à leur mariage. Bobby, quand on lui demande pourquoi tu vas demander un remboursement des bagues de mariage alors que tu vas épouser cette femme et qu'elle est peut-être simplement disparue. Et il dit qu'il a fait ça pour avoir l'argent pour pouvoir s'acheter un téléphone portable, donc qu'ils n'avaient pas à l'époque, pour pouvoir rester tout le temps en contact avec les gens qui recherchaient Nikki. C'est quand même très suspect. Et Bobby, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va annuler le mariage, il va annuler l'endroit qu'ils avaient réservé pour se marier. Pourquoi alors qu'elle est seulement disparue? Et là quand on lui demande, il dit simplement qu'il voulait pas annuler le mariage, mais il s'est dit que dans tous les cas, vu que Nikki était portée disparue, il serait repoussé. Quand même, on dirait vraiment que Bobby savait que Nikki ne reviendrait pas. Et il a vraiment un comportement genre
vendre les bagues de mariage. Tu fais pas ça quand t'es normal quoi. La police elle fait frérot tu vas venir passer un interrogatoire avec nous parce que là t'es un petit peu suspect. Et Bobby va passer un interrogatoire et il finit par passer un détecteur de mensonges. Et au détecteur de mensonges on lui pose la question êtes-vous responsable de la disparition de Nikki? Et il va rater cette question. Le détecteur va montrer qu'il ment lorsqu'il répond non. Après, Bobby dit que la question était formulée autrement, qu'on lui a demandé « Vous sentez-vous responsable de la disparition de Nikki ?» et qu'en tant que futur mari, oui, bien sûr, il se sentait responsable parce qu'il devait la protéger, donc il a vraiment réponse à tout. Mais c'est quand même très suspect. Après, la police, en fait, elle peut rien faire, elle n'a pas de preuve tangible parce que le détecteur de mensonges, c'est pas une preuve tangible. Et donc, Bobby est simplement a person of interest et pas un suspect dans la disparition de sa future femme. Mais la famille de Nikki, elle se dit « il est quand même un petit peu suspect le coco ». Et donc elle commence un peu à leur rejeter des recherches faites pour retrouver Nikki et du reste de la famille. Et donc le temps passe. Et il y a une nouvelle découverte très importante dans l'affaire qui a lieu le 3 novembre 2001. La voiture de Nikki est retrouvée à Dayton dans l'Ohio dans un complexe d'appartements qui s'appelle le Meadows at Catalpa Apartments. Donc la voiture est retrouvée dans un parking là-bas. Et devinez qui habite dans ces complexes d'appartements? Steven, le père de Peyton. La voiture, évidemment, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a la pile de linge pliée à l'arrière de la voiture. On teste ce qu'il y a dans la voiture et on trouve rien. Pas d'ADN, pas de sang, pas d'empreinte, rien. Nikki, en tout cas, n'a pas été blessée dans cette voiture. Et aussi, on dirait que Nikki a conduit là volontairement, que c'est elle qui a conduit la voiture là-bas. Parce qu'en fait, le siège est placé d'une certaine façon, qu'il n'y a que Nikki qui aurait pu conduire comme ça, parce qu'en fait Nikki c'était une femme qui était assez petite et donc personne de plus grand que Nikki n'aurait pu conduire dans cette position là. Alors soit c'est Nikki elle-même qui a conduit la voiture à Dayton, soit quelqu'un a remis le siège comme il était avant pour faire semblant que c'était Nikki qui avait conduit la voiture. Mais voilà, la voiture a été retrouvée comme ça. Alors évidemment la police elle fait à Steven oh Coco là après la voiture de ton ex-femme qui est disparue, elle est chez toi. Et Steven immédiatement il est d'accord pour donner son ADN, ses empreintes, pour passer un détecteur de mensonges qui réussit haut la main. On dirait pas qu'il a quelque chose à voir avec la disparition de Nikki et donc encore une fois il devient a person of interest mais pas un suspect. Mais la police fait une découverte pour le moins intéressante. Steven, il n'est pas le seul à habiter tout près de là où la voiture de Nikki a été découverte. Il y a quelqu'un d'autre que Nikki connaissait qui habite là-bas, et cet homme s'appelle Tommy Sweet. Alors Tommy, c'est un gars qui travaille avec Nikki au centre de détention où elle travaille, et Tommy, il est un peu amoureux de Nikki, il aimerait bien avoir une petite relation avec elle, sauf que Nikki, apparemment, elle le voit plus comme un grand frère. Mais Tommy, il développe une vraie obsession pour Nikki, et même que pendant sa fête de fiançailles, il va lui envoyer un paquet alors qu'il n'est pas invité, hein. Il lui envoie un paquet et dans ce paquet il y a quoi? De la lingerie. Creepy much? En plus Tommy, il est connu pour être un homme assez violent. Une des sœurs de Nikki, une fois elle allait rendre visite à Nikki et elle entend des éclats de voix dans la maison de Nikki et elle entend Nikki crier. Donc elle rentre, elle va voir ce qui se passe et elle trouve Tommy et Nikki en train de se disputer. Tommy est penché au-dessus de Nikki, on dirait qu'il veut lui faire quelque chose et Nikki a le pied contre la poitrine de Tommy pour essayer de le repousser. Donc Tommy, il est directement très suspect. La police y va, ils font « Est-ce que vous voulez bien nous parler ?» Et Tommy refuse de parler à la police en ce qui concerne la disparition de Nikki. Et comme la police a de nouveau pas de preuves tangibles, ils peuvent pas le forcer et donc, de nouveau, pas de suspect. Et les années passent et passent et on est maintenant en 2004. Et en 2004, la famille de Nikki met une récompense de 100 000 $ pour quiconque pourrait leur donner des informations sur Nikki, mais ils ne reçoivent rien en retour. Nikki est toujours introuvable. Et le temps continue à passer, et toujours pas de nouvelles. Et on est maintenant en 2007, 6 ans après la disparition de Nikki. Le 30 août 2007, la police elle reçoit une information qui leur casse un peu les couilles. Ils apprennent que Tommy, qui est toujours une person of interest, qui n'a pas voulu leur parler dans la disparition de Nikki, maintenant il est policier et il travaille pour une ville dans l'Ohio qui s'appelle Threadwood. La famille et la police de Richmond sont choqués parce que en fait Tommy il n'est pas censé faire ça alors que c'est une person of interest et qu'il est vachement suspect quand même. Et donc la police de Richmond, elle appelle la police de Threadwood et elle fait les gars, est-ce que Tommy vous a dit qu'il était a person of interest? Et la police de Threadwood elle fait non. Et donc ils convoquent Tommy et ils font bon là tu nous as pas dit une information capitale quand même, donc soit tu démissionnes soit t'es viré. Et donc Tommy il est obligé de quitter la police.
Mais Tommy, il a pas envie de partir comme ça, parce que d'après lui, c'est injuste. On lui a jamais dit qu'il était a person of interest. Et du coup, il va lancer un procès contre la police de Richmond en leur disant « Vous m'aviez pas dit, à cause de vous, j'ai perdu mon travail. » Et la police de Richmond se fait « Mais si, frérot, tu savais que t'étais a person of interest. » Et pendant ce procès, Tommy va donner un échantillon de son ADN à la police de Richmond. Mais au bout d'un moment, le procès, il est abandonné, Tommy n'a pas gain de cause, donc voilà. Mais ce procès, il a fait un petit peu la une médiatique. Ça a fait beaucoup de bruit aux alentours. Et en novembre 2007, la police de Dayton reçoit un appel anonyme. La personne qui les appelle a entendu parler de Tommy dans ce procès, et elle leur dit que Tommy pourrait avoir quelque chose à voir avec la disparition d'une femme qui a été portée disparue en 1991. Tina Marie Ivy, elle avait 33 ans lorsqu'elle a été portée disparue en 1991. C'était une prostituée qui travaillait à Dayton dans l'Ohio, et son corps a été retrouvé au bord de la route. Elle était nue, elle a été battue, elle a été étranglée, son corps a été enroulé dans une couverture, elle a été jetée dans une pile de déchets. Genre c'est horrible, genre sur la couverture qui l'entoure et sur sa veste, on trouve des traces de sperme et des traces de sang. Donc on a un ADN, mais on n'arrive pas à relier son ADN à quiconque en 1991. Et on trouve également des empreintes qui sont sur un ruban adhésif qui a servi à enrouler la couverture, mais encore une fois, pas de correspondance aux empreintes. En 1991, la police n'a pas de réponse quant à qui a tué Tina Marie Ivy. Mais maintenant en 2007, alors que la police de Dayton reçoit ce petit appel qui leur dit « Oh, c'est peut-être Tommy qui a tué Tina. Ils ont son ADN, parce qu'ils ont eu son ADN au procès. » Et donc, ils appellent la police de Richmond qui a son ADN et ils font « Les gars, vous voulez bien nous donner un peu l'ADN de Tommy ?» La police de Richmond leur donne avec plaisir cet ADN. Devinez quoi? L'ADN de Tommy match l'ADN retrouvé sur les couvertures et sur la veste de Tina. On dirait que c'est Tommy qui a tué Tina. Alors la police, elle se rend en Alabama, donc c'est là que Tommy maintenant travaille comme agent de sécurité. Il l'emmène au poste pour l'interroger et lui demande ses empreintes. Parce qu'en fait, ils veulent voir si les empreintes de Tommy correspondent aux empreintes qui ont été trouvées sur le ruban adhésif. Et Tommy, il coopère, mais quand on l'interroge, il dit « Non, mais moi, j'ai rien à voir avec la mort de cette fille. » Et donc la police, en attendant les résultats, ils sont obligés de laisser Tommy partir. Mais les résultats tombent. Et l'empreinte de Tommy correspond bien à l'empreinte trouvée sur le corps de Tina. Alors la police immédiatement, elle se rend chez Tommy pour l'arrêter. Ils frappent à la porte, ils entendent un coup de feu. Ils entrent à la hâte et ils trouvent Tommy mort. Il s'est suicidé. Et donc même si on sait que Tommy a tué Tina Marie Ivy, on ne saura jamais si il a fait du mal à Nikki. Donc le suspect principal de l'affaire Nikki est mort. Alors la police pense que Tommy a été impliqué dans plusieurs autres meurtres et il pense aussi qu'il y a une femme qui avait une relation avec Tommy qui a des informations sur ce qui est arrivé à Nikki. Mais cette mystérieuse femme dont ils ne connaissent pas l'identité n'a jamais contacté personne et donc on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Nikki. Qui est-ce que vous pensez qui a fait du mal à Nikki, qui a peut-être tué Nikki vu qu'on n'a pas de corps, on ne sait pas. Est-ce que vous pensez que c'est Bobby, le futur mari? Est-ce que vous pensez que c'est Steven, l'ex-mari? Est-ce que vous pensez que c'est Tommy qui avait une obsession pour Nikki et qui est déjà inculpé du meurtre d'une autre femme? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi et je vous reverrai une prochaine fois. Coucou!